Bonjour à tous, bienvenue à cette session. Donc on va partir un petit peu à la découverte de la réalité augmentée avec ARCore. Alors ça a changé de nom il n'y a pas longtemps, c'est devenu Service Google pour la réalité augmentée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à l'appeler ARCore parce que c'est plus facile que Service Google pour la réalité augmentée. Donc je suis Jolivet Christophe, je travaille pour Appseed, je suis agitateur technique et vous pouvez me retrouver sur Twitter, JolivetC ou sur GitHub aussi. Et je suis Jérémy Voisin, leader technique chez Appseed Top également. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter @_JérémyVoisin_ et sur GitHub Jérémy Voisin. Donc on va commencer par une petite démo parce que comme ça on saura si les dieux des démos seront avec nous pour le reste de la presse. Hop. Voilà. Donc là, vous avez mon téléphone au milieu, voilà. Donc c'est une des démos qui sont livrées avec le SDK. Donc le premier signe qu'on a vu là, c'est une invitation à scanner l'environnement autour de moi. Ah, ça a frisé, pardon, voilà. Et du coup, j'ai des petits points blancs qui m'indiquent qu'il a détecté une surface. Et en tapant sur la surface, j'ai posé un petit personnage, la Andy. Alors c'est beaucoup plus fluide sur mon téléphone qu'à l'écran, ça lag un peu sur mon écran là. Sur mon téléphone, c'est vraiment fluide. Donc je vais pouvoir poser un Andy. Je vais pouvoir, alors je vais essayer d'une main, voilà. Je peux utiliser les gestuels, le pinch pour le grossir ou le diminuer. Je peux le faire tourner avec les twists. Je peux aussi travailler avec, alors j'ai essayé d'en trouver une, est-ce qu'il va m'en détecter? Tout à l'heure ça marchait à l'essai, non, ça marche pas là. Est-ce que sur le, voilà. Donc il détecte aussi les surfaces verticales. Et je peux prendre le personnage, normalement, voilà, en cliquant dessus, si j'y arrive d'une main, voilà, et je peux le redéplacer, et il s'adapte aux autres surfaces qu'il a détectées. Voilà. Vous notez que j'avais perdu le premier de vue, je les retrouve. Je peux me tourner complètement, les perdre, et quand je reviens, ils sont là. Il y a un seul truc qui brise le rêve, alors je peux m'avancer, hein. Voilà, ils sont bien ici. Il y a un seul truc qui brise le rêve pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de gestion de l'occlusion. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça. Voilà. Donc on va en discuter un petit peu après. Alors, on va commencer peut-être avec une petite introduction, un glossaire sur l'univers de la réalité augmentée, parce que c'est un peu un univers à part avec son propre vocabulaire. Déjà, réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, quelles sont les nuances entre tout ça? La réalité virtuelle, c'est ça. Il n'y a rien de vrai. Vous avez des objets qui sont faux dans un décor qui est faux, vous êtes complètement isolé. C'est ce que vous allez pouvoir rencontrer avec, par exemple, les Oculus Rift, le PlayStation VR, pour ceux qui ont le casque, HTC Vive, Oculus Go, les Samsung Gear VR, les Google, les cardboards, où on glissait nos téléphones dedans, c'est ce genre de choses. C'est ce que vous allez vivre quand vous regardez aussi une vidéo 360 YouTube en le mettant dans le petit boîtier en carton. La réalité augmentée, c'est ce qu'on vient de voir. Ça va être la réalité avec des objets qui ne sont pas vraiment là, posés au milieu, mais qui sont vraiment ancrés sur place. Vous allez pouvoir tourner autour, vous approcher. Le seul problème, c'est ça, c'est l'occlusion. Le pied de la table se voit à travers. C'est ce qu'on fait avec des smartphones, c'est ce qu'on peut faire avec des Google Glass, il y a des équipements un peu plus pour l'industrie, comme les Vuzix Blade VR ou les Eversight Raptor. Enfin, dernier truc, c'est ce qu'on appelle la réalité mixte. À ce moment-là, on est vraiment sur des équipements beaucoup plus chers, puisqu'on va être du côté des Microsoft HoloLens ou du Magic Leap One. Et là, il y a une réelle détection de l'environnement complet. Ce n'est pas juste les plans, comme le sol et les murs, ça va être aussi les objets au milieu. Et à ce moment-là, l'occlusion sera gérée. Le pied de la table passe devant le nez du X-Wing. Une autre notion importante, c'est les degrés de liberté, degree of freedom. Le premier, c'est 3 degrés de liberté. C'est quand vous êtes en train de regarder votre vidéo 360 de YouTube. Vous pouvez tourner à droite, à gauche, en haut, en bas, et puis pencher la tête. 3 degrés de liberté. L'autre, c'est 6 degrés de liberté. À ce moment-là, vous allez pouvoir vous déplacer aussi dans la scène. Ce que j'ai fait avec mon téléphone, je pouvais baisser mon téléphone, monter mon téléphone, et à ce moment-là, me rapprocher, m'éloigner, j'ai 3 degrés de plus. Alors, comme on va parler de 3D dans le monde virtuel, il est important qu'on note quelques notions de base
pour la 3D. Alors, je prends habituellement l'exemple d'une table, comment on représente le plateau d'une table dans un monde 3D. Alors, on a les angles de la table, qui sont ses sommets. En 3D, on dit que ce sont les vertices. Ces angles sont rejoints par ce qu'on pourrait voir comme les bords de la table, par ces arêtes qu'on note edges. Et cet ensemble de points reliés par les edges forme une face. Dans le ND qu'on a vu tout à l'heure, on a beaucoup de vertices, on a beaucoup d'edges. On voit ici en wireframe le ND, donc tous les traits qu'on voit, c'est les edges, et tous les sommets, ce sont les vertices. Par-dessus notre ND, on ajoute ce qu'on appelle une texture. Alors ça revient à entourer notre ND avec une image, à l'envelopper dans une image. Ici, c'est une image verte, mais on peut donner un petit peu plus de style à notre ND en rajoutant les shaders. Alors les shaders, c'est simplement un ensemble de règles qui définissent comment le modèle 3D va réagir à la lumière. Et les textures plus les shaders assemblés génèrent ce qu'on appelle les materials. Ensuite, pour se repérer dans l'espace 3D, on a ce qu'on appelle une pose, qui sont un ensemble de rotations et de translations par rapport à l'origine du monde 3D. Alors, la translation, c'est un vecteur 3D, donc c'est 3 valeurs float. Et la rotation, c'est un quaternion, donc une entité mathématique, assez obscure peut-être. Parlons maintenant d'AirCore. Alors, à l'origine, avant AirCore, Google avait créé un projet qui s'appelle Tango. Alors, le projet Tango avait pour objectif de concevoir un smartphone qui embarquait un capteur infrarouge pour modéliser en 3D l'environnement local. Ça permettait de générer un mesh, une carte 3D de l'environnement, et de pouvoir disposer des éléments virtuels dans le monde réel, très précisément. Le problème, c'est qu'avec la sortie de Pokémon Go, notamment, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire exactement la même chose sans capteur infrarouge. Et donc, Google a laissé tomber le projet Tango, même si en réalité, on n'est pas aussi précis avec les capteurs photo qu'on a aujourd'hui sur les appareils que si on avait un capteur infrarouge. Alors, c'est un capteur infrarouge et il y a un projecteur aussi. Oui. Il y a un projecteur de petits points et un capteur dédié qui va permettre de mapper toutes les surfaces. C'est l'équivalent de ce que vous avez peut-être vu avec les Kinect. Et donc, en réaction à Pokémon Go, Google a sorti en mars 2018 AirCore, donc qui est actuellement en version 1.11, et qui met à disposition un ensemble de SDK pour les plateformes populaires. Donc on a Android, on a Unity, on a Unreal, et on verra ensuite qu'on a même une surcouche pour iOS. Alors, les téléphones compatibles pour utiliser AirCore, alors déjà, il faut être sur l'API 24, donc minimum Android 7. Et il y a une liste de téléphones compatibles, donc on peut retrouver sur le lien qu'on a affiché ici. Il y a environ 145 modèles de téléphones compatibles. Et on commence à environ 250 €. Donc on est quand même sur du milieu de gamme. Ça reste relativement abordable pour utiliser AirCore. Alors quelles sont ses capacités? Là où AirCore est très très fort, c'est sur la compréhension de l'environnement. Alors comme on l'a vu tout à l'heure avec Christophe, AirCore c'est détecter les plans. C'est détecter la lumière aussi, Christophe l'expliquera. Ça va très loin en fait, la détection de la lumière. C'est détecter les visages, les images, éventuellement on peut mettre des tags dans l'espace pour superposer des images, détecte le mouvement, la localisation du son. On verra les Cloud Anchors ensuite. Et comme j'ai dit, on est compatible avec iOS. Alors la première partie, c'est la perception de l'environnement. Qu'est-ce qui va se passer? Il va chercher des points d'intérêt dans vos images. Donc ce sont les petits points bleus qu'on voit un peu partout. Ça va être notamment les coins donc là, de mes touches de clavier. Donc il faut éviter tout ce qui est surface trop uniforme. Il faut casser la monotonie des surfaces. Donc notamment si vous avez un grand sol blanc, ça va très mal marcher. Là, comme là sur les murs, c'est pour ça que j'ai essayé sur le poster. Et dans le pire des cas, ça nous arrivait, on jette des choses par terre. Comme ça permet de casser la monotonie d'une moquette. Et à partir de ces plans, il va vous demander de scanner, donc vous bougez un petit peu, et en fonction de l'évolution de ces points, il va être capable de déterminer que certains points sont alignés dans un plan
Et c'est ce qui va lui permettre de dessiner les plans. Donc on voit le premier ici apparaître en blanc au-dessus de mon clavier. Et il y en a un deuxième après qui apparaît en rouge au sol. Ça veut dire qu'il a conscience que ce sont deux plans distincts. Donc il pourrait détecter le plan de la table et le plan sous la table. Ça arrive parfois qu'il le fasse sur le sol, mais quand vous continuez à scanner l'environnement, sa compréhension de l'environnement va évoluer et à ce moment-là, il va fusionner les plans. Au niveau de la lumière, qu'est-ce qui va se passer? Il va se baser sur ce qu'ils appellent les lightning cues, les petites infos dans la lumière. Techniquement, vous avez un réseau de neurones qui va tourner dans l'application et qui va analyser la lumière. Il va être capable de vous donner des estimations de la lumière, son intensité. Il va vous fournir des corrections de couleurs. Donc si vous avez des lumières qui sont plutôt rouges, plutôt bleues, vous allez être capable d'adapter les rendus. Ça sera aussi fait en partie par les shaders. Vous allez avoir aussi des ombres intelligentes, c'est-à-dire qu'il va déterminer les lumières dominantes, il va analyser les ombres qu'il peut reconnaître par terre. Et à partir de là, il va être capable de vous orienter les lumières dans votre scène 3D pour avoir des ombres qui soient cohérentes avec le reste de l'environnement. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, il y avait une petite ombre derrière le ND. Elle n'est pas cohérente, celle-là, parce que l'application n'exploite pas cette partie-là du framework. Et dernière chose, il va être capable d'émuler aussi les reflets. Si vous avez mis des textures plutôt métalliques sur vos modèles, il va lui analyser aussi les reflets de lumière dans l'environnement et vos modèles 3D vont être capables d'avoir ces reflets de lumière comme le métal a dans la scène réelle. Donc ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts pour avoir une intégration le mieux possible dans l'environnement. Le suivi de mouvement, comment ça marche? Alors c'est ce qu'ils appellent le VIO algorithme, c'est Visual Inertial Odometry. Ils vont utiliser deux choses. Ils vont utiliser les images qui sont vues, tracer les points dans les images et leur déplacement, et il va aussi utiliser les accéléromètres du téléphone. Et en combinant toutes ces informations-là, il va être capable de savoir comment vous vous déplacez dans la scène. Vous pouvez, dans votre environnement 3D, rajouter la localisation du son. Alors comment ça marche? Il y a un SDK qui s'appelle Résonance Audio, qui ne fait pas partie d'AirCore, qu'il faut ramener en plus à côté sur Android, et qui utilise des algos qu'on appelle binaural audio. Ces algos, ça va vous permettre de placer vos sources de son dans votre scène, et à ce moment-là, il va s'occuper, en générant le son, de reproduire la réalité. C'est-à-dire que si la source de son est sur la gauche, le son va arriver plus tôt sur votre oreille gauche que sur votre oreille droite. Ils peuvent même simuler, si vous voulez, les effets d'écho à l'intérieur d'une pièce. Donc l'algo est vraiment très poussé pour encore plus de réalisme. Au niveau des modes d'utilisation d'AirCore, on va avoir 4 modes. Alors, depuis la version 1.9, on dispose du model viewer, petite tag HTML que vous pouvez mettre dans vos pages. Avant, il fallait travailler avec WebXR, je reviendrai un peu dessus. Vous pouvez faire des applications Android natives, des applications iOS, et puis enfin, vous pouvez travailler avec des moteurs de jeu comme Unity ou Unreal. Alors du coup, Christophe vient de le dire, on a Model Viewer qui est arrivé en remplacement de WebXR. Alors WebXR, c'était une API qui était compatible uniquement avec Chrome Canary, à condition d'avoir une version particulière de Chrome Canary et de mettre quelques flags. Model Viewer, c'est la version suivante, on va dire, de WebXR, qui est l'intégration d'AirCore finalement dans le navigateur. Vous avez peut-être déjà vu ça aujourd'hui quand vous faites une recherche sur Google avec Android. Si vous avez AirCore 1.9, c'est quand même spécifique d'installer, vous allez pouvoir voir visualiser dans mon espace certains modèles 3D. Donc en fait, pour avoir ce petit bouton visualiser dans mon espace, il suffit de placer le tag HTML Model Viewer, enfin de récupérer le Web Component bien entendu avant, mettre le tag HTML Model Viewer avec le petit flag AR, et là on aura la possibilité de projeter dans notre environnement le modèle 3D qu'on souhaite observer. Il est compatible avec tous les navigateurs, et on peut l'utiliser dès l'instant où on a les services Google pour la réalité augmentée d'installer sur notre smartphone. La source du modèle, c'est un fichier GLTF, qui a un format standard dans l'univers 3D. Il y a quand même quelques limitations qu'on n'avait pas avec WebXR. Donc on a, dans les deux cas, WebXR et AirCore, enfin Model Viewer, pardon, on a la limitation sur la taille des vertices, parce que vu que c'est dans un navigateur, il y a quand même quelques problématiques de rendu avec WebGL. Donc on est limité à 30 000 vertices, 10 materials. Par contre, là où on est plus limité réellement uniquement dans le navigateur, c'est sur les animations qui sont jouées en boucle. On peut mettre une seule animation sur nos modèles 3D et elle est jouée en boucle.
Et on a une interaction limitée. WebXR permettait de manipuler de façon custom notre modèle 3D. La modèle viewer a une interaction limitée. On peut juste prendre notre modèle, le déplacer dans l'espace et puis zoomer, faire des rotations. Alors on va voir maintenant un petit peu comment ça va se passer quand on veut en faire une appli Android. Donc du côté de l'application Android, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Alors déjà, il faut être en version Java 8 au moins. On va ajouter une dépendance sur SendForm. Alors SendForm, je reviendrai, c'est une petite API qui vient au-dessus d'AirCore pour faciliter les trucs. Et puis on va appliquer aussi un plugin dans notre build. Ce plugin, il va s'occuper de préparer vos modèles 3D pour les embarquer dans votre application. Du côté du manifeste, on va demander les permissions pour utiliser la caméra. Naturellement, on va indiquer qu'on va utiliser les features de la caméra et on va indiquer que notre application nécessite AirCore pour fonctionner. Alors la première notion qui vient avec les API d'AirCore, c'est l'encre, encore. Ça va correspondre à une localisation fixe avec une orientation dans le monde réel. C'est un point à un endroit depuis un point de vue. Mais dans le monde réel, pas dans la scène virtuelle. Ce point, il risque d'évoluer avec la compréhension qu'AirCore va avoir de votre environnement. Quand vous allez continuer à scanner la pièce, éventuellement, votre point risque de dériver un petit peu. C'est pour ça que généralement, on recommande de bien scanner la pièce avant de commencer à poser la première encre. Et alors, il y a un autre truc, c'est qu'il faut faire attention, ça coûte pas mal en termes de temps de calcul. Et du coup, il recommande de ne pas dépasser 20 encres dans une application. On va voir après, on peut tricher pour mettre plus de choses. Au niveau des API, l'API d'AirCore est vraiment très basique. On se retrouve avec du bas niveau à faire de l'OpenGL. Pour ceux qui ont vu de l'OpenGL, c'est beaucoup de chiffres, beaucoup de descriptions, de points, de choses comme ça. On va passer nos vertices à la main, on va les relier avec nos edges, etc. C'est assez lourd. Il faut aussi gérer à la main l'invitation de l'utilisateur à scanner son environnement, lui visualiser les plans. Donc c'est ce que faisait la première application avec les maillages blancs ou rouges sur les plans détectés. Il va falloir, pas la première application, celle qui était dans la vidéo sur la compréhension, il va falloir s'occuper de charger un fichier OBJ, qui est notre modèle 3D, qu'on va pouvoir dessiner avec OpenGL, et puis il faudra gérer toutes les interactions de l'utilisateur. C'est relativement lourd à faire. Donc du coup, ils ont développé SendForm, qui est une API de plus haut niveau, qui vient se mettre au-dessus, et qui va vous faciliter tout ce qui est rendu réaliste. Alors ça peut être des scènes 3D en réalité augmentée, mais aussi en réalité virtuelle. On a vraiment une API très haut niveau. Il y a un moteur de rendu physique qui est vraiment très réaliste sur tout ce qui est reflet, etc., qui s'appelle Filament. Vous avez l'occasion d'aller jeter un coup d'œil au projet. Ils ont des superbes images de démos. C'est un Français, c'est Romain Guy, qui est à l'origine du moteur de rendu. Et c'est aussi un plugin Android qui va vous permettre de travailler avec vos modèles 3D dans Android Studio. Comment ça va se passer? Eh bien, SendForm, il va me fournir ce qu'on appelle un AR fragment, donc les petits fragments que vous allez poser dans votre interface. Cet AR fragment, il va vous gérer l'invitation à détecter les plans, la petite main avec le téléphone au début, la visualisation des plans, les points blancs qui m'indiquaient qu'il y avait un plan qui était détecté à cet endroit-là, et puis tout ce qui est gesture, tout ce qui est interaction de l'utilisateur, le fait que je tape dessus, que je déplace quelque chose, que je le pinch, le twist, tout ça c'est géré. J'ai juste à mettre ça dans ma vue. L'autre notion importante après dans l'API, c'est le node. Il faut savoir que votre scène 3D, c'est un gros graphe de nodes. Tout va être un node dans la scène. On va trouver des anchor nodes qui vont venir se mettre sur les encres. On va trouver des transformable nodes sur lesquels on va accrocher nos modèles 3D. Des skeleton nodes si on veut faire des animations. Donc augmented face nodes si vous faites des visages, des caméras, des lumières. Vous allez pouvoir mettre des nœuds partout pour toutes les choses dans la scène. Et SendForm va aussi vous fournir la détection de hits, c'est-à-dire les percussions entre deux modèles 3D ou les interactions quand vous tapez à l'écran, si ça tape sur un plan, si vous avez tapé sur un modèle 3D, etc. Si vous voulez une bonne idée de ce que donne une scène 3D, vous allez avoir l'anchor node qui est au sol, qui est là où vous avez pointé avec votre doigt au début, relié sur l'encre. Vous imaginez une boule de polystyrène que vous avez collée par terre. Et puis ensuite, vous allez avoir d'autres boules qui sont vos autres nœuds. Et vous allez déplacer vos nœuds, ce sont les fameuses poses, ce sont vos vecteurs de déplacement et vos quaternions pour l'orientation. Et après, vous allez pouvoir refaire un graphe. Donc vous choisissez éventuellement d'accrocher quelque chose au sol ou vous pouvez choisir de l'accrocher à la caméra. À ce moment-là, vous avez quelque chose qui va rester en place ou qui suivra la caméra.
On aura une démo juste après. Le renderable, c'est le modèle. Ce modèle, ça peut être un fichier OBX, FBX, GLTF, ce sont des standards, ainsi que les fichiers math pour les matériaux et les rendus. Le petit plugin dont je vous ai parlé tout à l'heure, il va vous permettre de générer les fichiers SFA et SFB qui seront embarqués dans l'application. Le SFB, c'est votre modèle. Le SFA, ça va vous permettre de régler un petit peu comment le modèle apparaîtra dans l'application. Si, comme moi, vous n'êtes vraiment pas bon, vous ne savez pas faire autre chose que des cubes et des sphères en 3D, vous pouvez aller voir chez polygoogle.com. Il y a plein de modèles 3D qui sont là avec des licences Creative Commons ou des choses comme ça. C'était le cas du X-Wing, par exemple. Alors, au niveau du code, qu'est-ce que ça va donner ? La première chose, c'est le modèle renderable. C'est notre petit Andy qu'on a été chargé depuis notre modèle 3D. Dans notre on-crate, on récupère notre interface. Et puis surtout, on va demander le modèle renderable. On va appeler un builder. On va mettre la source, le fichier vers lequel on veut. On appelle build. Ça nous renvoie un completable feature qu'on va gérer pour stocker la référence à notre modèle et puis gérer éventuellement les erreurs. Alors, faites pas comme moi, juste un log et un return nul. Hein. C'est pour que ça rentre dans les slides. Prévenez l'utilisateur que vous n'avez pas pu charger le modèle 3D. La chose suivante, c'est votre AR fragment que vous avez récupéré dans votre vue. Vous allez mettre un tap AirPlane Listener dessus. Donc ça va vous fournir en paramètre le hit result, le plan sur lequel vous avez tapé, le type de mouvement que vous faisiez. À partir de ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Sur le hit result, je vais créer une encre. Je vais créer un point dans mon monde physique. Sur cette encre, je vais créer un anchor node. Donc c'est un nœud dans ma scène, ce coup-ci virtuelle, qui va être accroché à mon encre. Et je vais rattacher ce nœud dans ma scène, justement. Je vais mettre en parent à ce nœud ma scène. Je vais je vais créer un nouveau transformable node. Et ce transformable node, je vais lui mettre en parent mon anchor node, qui était sur mon encre au sol. Et puis, je vais mettre mon petit ND en renderable dessus. Et là, vous avez vu 80% du code de la première démo. Le code qui manque, c'est celui qui gère les permissions de caméra et le fait qu'AirCore ne soit pas installé. Voilà. Là, vous avez, du fait qu'on soit sur un transformable node, vous avez tout ce qui était le pinch, le twist, le déplacement, etc. Une petite démo sur la scène de ce que donne la scène 3D. Hop. Toc. Voilà. Hop. Toc, toc, ça rien. Pardon, voilà. Donc je scanne, j'avais l'invitation à scanner, j'ai scanné mon environnement. Quand je vais taper par terre, je vais mettre des encres. Donc là, j'ai mis des petits bouts d'interface. Voilà. Et mon nœud de caméra continue à tourner. Au sol, j'ai des encres, des anchor nodes, un renderable qui est posé dessus. Ce que je peux faire, c'est que si je tape sur un de mes renderables, il vient à ma caméra. Comment c'est géré ? Simplement, je calcule la distance entre la position de la caméra et le sol. J'anime la transition du pose de mon nœud, mon renderable node. Derrière, donc c'est mon vecteur et mon quaternion qui vont augmenter au fur et à mesure vers mes nouvelles coordonnées. Quand j'arrive à mon téléphone, je change le parent, je me décroche du anchor node qui est au sol et je me raccroche au caméra node. Et du coup, je reste accroché à ma caméra. Retour dans l'autre sens. Quand je retape sur l'écran, je calcule la position entre les deux, j'anime, et quand j'arrive en bas, je le raccroche sur l'autre, et du coup, je ne suis plus accroché. Voilà. Si j'avais voulu, j'aurais pu raccrocher à ma carte une deuxième carte, et à ce moment-là, les deux seraient venus ensemble. À partir du moment que j'en déplace une, la deuxième est ensemble. Vous savez, ce sont ces boules de polystyrène qui sont rattachées avec les bâtons au milieu, que vous allez déplacer tout ensemble. Alors les autres fonctions de l'API, on a l'Augmented Face. Donc il va vous détecter un visage. Il va vous fournir un face mesh qu'on voit ici. Donc il y a 418 points de mémoire dessus. Donc quelque chose d'assez précis. Avec 3 center poses. Donc il y en a un en haut, enfin un de chaque côté en haut et un au milieu du nez. Qui vont vous permettre de mettre des modèles 3D et de les accrocher. Donc on a refait un snapshot. Hein.
Il n'y a pas grand-chose, mais c'est toujours marrant. Alors, ceux qui voyaient peut-être mes conférences, il y a 2 ans, je parlais des API Google pour détecter les visages. Celle-ci est beaucoup plus performante. La première décrochait assez vite dès qu'on penchait trop la tête. Celle-ci va beaucoup plus loin en termes de sensibilité. L'autre solution, ce sont les augmented images. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 20 images en même temps dans votre scène. Vous voyez là, il a détecté la Terre qui était sur l'écran de l'ordinateur et il a fixé les petits coins de cadre en haut. Donc ça, c'est aussi une des démos du SDK, comme la précédente. Donc là, il y a un outil en ligne de commande que vous allez pouvoir utiliser qui va vous donner une note sur votre image. Est-ce qu'elle sera facile à détecter ou pas? Et qui va vous permettre aussi de préparer l'image pour l'embarquer dans l'application. Ça vous permettra de gagner du temps au démarrage. Vous n'êtes pas obligé de le faire, ça peut être fait au démarrage de l'application, mais vous pouvez gagner du temps en la préparant avant. Dernière notion, les clouds encore. Alors les clouds encore, ce sont des encres, toujours, mais ce coup-ci, elles sont dans le cloud, comme dit le nom. Ça va vous permettre de les partager. Vous allez les partager entre plusieurs appareils et entre plusieurs utilisateurs, du coup. Sauvegarde pendant 24 heures dans le cloud de Google. Alors, il y a eu une annonce hier soir en test, pour l'instant limité à un certain nombre d'utilisateurs. Vous allez pouvoir décider qu'elle reste indéfiniment, au-delà de 24 heures. Ça nécessite pour vous d'activer un service sur Google Cloud Platform, le AR Core Cloud Encore API, et puis vous allez récupérer une clé que vous devrez mettre dans votre Android Manifest pour pouvoir accéder à l'API. Au niveau des limitations, c'est 30 encres posées par minute et 300 résolues par minute, ce qui est déjà pas mal. Comment ça va marcher? Alors ce coup-ci, ce qu'il faut faire, c'est que vous avez la session, la notion de session dans votre scène 3D. Vous allez récupérer votre session. Alors il faut gérer un petit peu d'erreurs du genre l'APK est trop vieux, il n'est pas dispo, etc. Le device n'est pas compatible. De la session, vous allez créer une config. À partir de la session courante, vous allez activer les Encore Cloud, les Cloud Encore, et puis vous allez réinjecter la config dans la session. Ensuite, au niveau de votre code, vous vous souvenez, quand je tapais, j'avais un hit create encore. Ce coup-ci, ce hit create encore, je demande à la session d'aller hoster cette encre. Il va me renvoyer une nouvelle encre qui, elle, cette fois-ci, possède un Cloud Encore ID. Ce Cloud Encore ID, c'est une string. J'ai plus qu'à la partager avec mes autres utilisateurs et eux pourront faire la résolution. La résolution, qu'est-ce que ça donne? L'autre utilisateur, il a reçu son Cloud Encore ID, il va faire un session resolve Cloud Encore, il va récupérer une encre, et puis ensuite, c'est le même code que tout à l'heure. Vous avez une encre, vous faites un Encore node, vous le rattachez à la scène, vous préparez votre transformable node, vous l'accrochez sur votre Encore node, vous mettez votre renderable dessus, et vous partagez le petit ND que vous avez posé avec les autres personnes au même endroit. Alors le partage, je vous laisse vous arranger, vous faites comme vous voulez, du Firebase ou simplement des envois sur d'autres systèmes. Vous verrez, on a une dernière démo où on le fait notamment, mais dans Unity. Alors si vous avez un iPhone et que vous avez essayé de faire un petit peu de réalité augmentée, vous avez sans doute entendu parler d'ARKit. Alors ARKit, globalement, c'est exactement la même chose qu'ARCore. On retrouve les mêmes notions, sauf qu'à la place de core, on met kit, et à la place de forme aussi d'ailleurs. Donc on a SceneKit qui correspond à SceneForm, et globalement, ça fait la même chose, quoi. Donc on a également l'interprétation de l'environnement, la détection de la lumière, le tracking de mouvement avec le VIO, exactement le même algorithme. La seule petite différence, c'est qu'on n'a pas c'est pas les clouds encore sur ARKit, mais les multi-peer connectivity. Quand même, ARCore est mieux sur un point, on va dire. Il est capable de se brancher au-dessus d'ARKit. Donc on peut faire du ARCore sur iOS pour qu'une application iOS et une application Android puissent fonctionner ensemble en partageant des clouds encore qu'on peut également utiliser sur iOS. Alors Christophe l'a dit, on a utilisé une petite application avec Unity, enfin on a créé une petite application Unity. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la réalité augmentée sur Unity, c'est pas nouveau. En fait, historiquement, on a le framework Vuforia qui existe.
Alors, Vuforia est un petit peu plus limité, entre guillemets. Il est surtout plutôt orienté sur la détection d'images dans l'environnement. Une image qu'il aura appris et qu'il saura reconnaître grâce à un réseau de neurones. Et il sait superposer par-dessus cette image un modèle 3D ou une autre image. Alors ça sert notamment dans la formation dans des usines. Quand une nouvelle personne arrive dans une usine, il y a une machine complète à apprendre à utiliser. Avec Vuforia, on peut créer une application qui va scanner la machine et expliquer à quoi sert chaque partie de la machine. Bien sûr, on peut le faire également avec AirCore, la superposition d'images avec l'Augmented Images, mais on est moins précis que Vuforia sur la position des images dans l'environnement. Alors, je l'ai dit, AirCore n'est pas sur le même marché que Vuforia. Donc Vuforia est vraiment orienté superposition d'images. AirCore est surtout orienté compréhension de l'environnement. On est plutôt ludique avec AirCore, alors qu'avec Vuforia, c'est plutôt professionnel. Ça se retrouve aussi dans le type de licence qu'on peut trouver chez l'un et chez l'autre. Chez Vuforia, on est sur de la licence commerciale, donc on peut développer gratuitement une application, mais on ne peut pas la distribuer. Il y a aussi des abonnements dans le cloud à avoir avec Vuforia, pour avoir des images enregistrées dans le cloud qui peuvent être retrouvées dans plusieurs applications. Alors qu'avec AirCore, on a une licence Apache 2.0 qui nous permet de développer et distribuer une application AirCore gratuitement en respectant la licence, bien sûr. Alors, quelles étaient nos motivations à utiliser Unity? On voulait surtout exploiter le moteur physique et la gestion du réseau, notamment pour partager la clé des Cloud Anchors. On voulait bénéficier d'un asset store riche. Alors, l'asset store d'Unity, c'est des scripts et des modèles 3D qui sont créés par la communauté, dont on peut disposer soit gratuitement, soit moyennant un paiement en fonction de l'éditeur. Et surtout, aussi, Unity permet d'utiliser les modèles 3D standards du marché. On va vous faire une démonstration donc, de notre application qu'on a codée. J'ai plus le tien. Les dieux de la démo nous ont abandonnés. Vas-y, rebranche-toi. Il est verrouillé? Non, il veut pas. Hop. C'est moins pratique pour faire une démo des deux en même temps. Si, c'est bon. Alors attends, je me décroche. C'est bon. Hop. Vas-y, reconnecte. Si, ça a l'air de marcher. Non? Si, c'est bon, c'est que tu lances l'appli. Ok, voilà. Tu me fais peur. Alors, bon, en haut, vous avez le téléphone de Jérémy. Je vais lancer aussi de mon côté l'application. Voilà. Je vais écarter les deux téléphones, qu'on voie tout le monde. Voilà. Donc pour l'instant, il est en train de scanner la pièce. Vous voyez le plan qui va se dessiner. Là, il a tapé et il a posé un morceau de carte. Donc actuellement, on est centré sur le Mont Blanc. Sur le Mont Blanc, oui. Voilà, donc je vais tu peux me joindre à la session. Voilà, vas-y, join room. Donc là, de mon côté, je scanne aussi la pièce. J'ai reçu l'encre. Il m'a fait la résolution et il me réaffiche le même. Je vais dézoomer. On va dézoomer un peu pour vous permettre de voir un peu mieux. Donc actuellement, voilà, on est en train de partager le même modèle 3D, tous les deux. Donc je peux me déplacer indépendamment. Alors vous voyez d'ailleurs l'occlusion avec la table. Voilà, on déborde un peu sur la table. La scène est un peu petite. Je vais pouvoir moi me déplacer librement, lui aussi. Et chacun de son côté, on peut se déplacer. Donc on est du côté du Mont Blanc. Donc là actuellement, je suis au-dessus de la mer de glace normalement. Voilà, si je suis pas trop mauvais en géographie. Et le Mont Blanc est par là. Et donc, on peut aussi poser des objets. Alors, vas-y, je te laisse en poser un. Éventuellement, on a prévu des petits drapeaux à poser au sommet du Mont Blanc. Alors, il est un peu dans les airs pour moi. Donc, on a un petit décalage quand même. Vous voyez que la résolution de l'encre n'est pas complètement parfaite. Pour moi, il survole un peu ici. J'ai un peu d'écart entre le drapeau et le point. Et du coup, je pense que si j'en pose un, toi, tu ne dois pas le voir. Tu l'as posé où?
à côté du tien, mais il doit être. Tu dois pas le voir, il doit être à travers la carte. Il faut que tu passes à travers. J'ai perdu l'encre. Tu as perdu l'encre, voilà, elle est revenue. Alors, voilà, donc là, techniquement, je te laisse expliquer un peu tout ce qu'on a fait dans les API derrière. Oui, effectivement. Il y a pas mal d'appels qui sont effectués. Alors déjà, on a 2400 vertex qui sont rendus. Donc on a une seule encre, 2400 vertex. Alors ce qu'on a fait, c'est que chaque vertex a une pose qui est relative à l'encre. Donc ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est qu'on ne doit pas poser plus de 20 encres pour éviter les problèmes d'autonomie. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une seule encre et qu'on a mis des poses relatives à l'encre tout autour. Voilà. Donc on appelle, pour créer la carte, une API OpenElevation qu'on a hosté nous-mêmes pour rendre la hauteur de chaque vertex. Et ensuite, les tiles, les images qui sont sur les différents meshes, ce sont des images d'OpenStreetMap. Et puis pour la recherche des coordonnées GPS, on est sur du Big Maps. Voilà, donc on a quand même pas mal d'API qui sont appelés. Et on passe par le Unity Network pour se transférer la clé d'API et tous les événements donc de scaling et aussi si on change de géolocalisation. Pour que Christophe reçoive le changement de géolocalisation, on utilise le Unity Network. Je te laisse changer la localisation. On va voyager un petit peu. Alors, vu qu'on a des carrés de 60 km par 60 km, on choisit plutôt des zones de montagne pour que ce soit bien visible avec la hauteur. Et donc, ça se redessine sur les deux téléphones. On est passé du côté du Kilimandjaro. Et vous voyez qu'on est vraiment sur une montagne isolée plutôt que sur quelque chose qui est un gros massif comme tout à l'heure du côté du Mont Blanc. Okay. Donc avec Unity, on peut faire quand même des applications qui sont plutôt bien, plutôt intéressantes. Cependant, il y a un coût qui n'est pas neutre, en fait. On change de techno. On passe du Java au C#. Même si les deux langages se ressemblent beaucoup, il peut y avoir quelques soucis, quelques notions qui ne sont pas forcément naturelles pour un développeur Java. Alors, il y a l'IDE à prendre en main, puisque c'est du C#. On travaille plutôt avec Visual Studio. Il y a des concepts à appréhender. On est sur du développement de jeux vidéo. Donc il y a beaucoup de notions à appréhender. Il y a le mode de programmation qui s'oriente plutôt sur le rafraîchissement de tous les événements qui ont pu se produire sur les objets de la scène. Je pense notamment à la gravité, je pense aux collisions qui sont rafraîchies à chaque frame. Tous ces concepts sont à appréhender avant de commencer Unity et ça peut être problématique. C'est vraiment moi ce qui m'a posé un souci au démarrage quand on a commencé à bosser sur cette application, c'est-à-dire que vous avez un peu l'habitude de votre code côté serveur, vous recevez un appel, vous faites tout ce que vous avez à faire et puis vous envoyez une réponse. Là, il faut vraiment imaginer, vous avez posé des objets 3D, dessus vous allez raccrocher des scripts qui ont des méthodes qui seront appelées à chaque frame. Et du coup, il faut vraiment tenir compte de tout ce qui s'est passé de chaque script dans chacun de vos objets pour savoir ce qui se passe. Plus quelques notions, effectivement, on a eu des soucis avec les colliders. Oui, voilà. Puis quand on est arrivé dans l'Unity la première fois, on s'est dit OK, je gère les collisions, je vais où Bon, il a fallu aller dérouler les listes à droite à gauche. On a eu quelques soucis de prise en main au départ. Mais bon, une fois que c'est pris en main, on n'a plus trop de problèmes et on a pu faire l'application qui nous plaisait. Notamment, une des notions, vous avez fait un mesh, vous prenez un objet qui était le petit drapeau, vous le laissez tomber dessus, il passe à travers. Parce que le mesh, il n'a pas de rigid body, donc il faut mettre un rigid body et un script qui va vous permettre de gérer la collision pour arrêter le drapeau quand il tombe. Alors, on vous a présenté plusieurs technos qui savaient faire de la réalité augmentée. Le problème, c'est qu'on a des technos pour tout le monde, pour tous les devices, et on ne sait plus trop où s'orienter quand on veut faire une application. Alors pour ça, le consortium Chronos Group s'est réuni en disant qu'il nous faut un standard pour la réalité augmentée. Et donc en février 2017 a été annoncé le standard OpenXR. Et il y a la version 1.0 qui est sortie cet été de ce standard au 29 juillet 2019. Alors, ça se découpe en deux parties. Tout d'abord, il y a une standardisation d'API pour les fournisseurs de moteurs 3D, pour AirCore par exemple, pour Unity.
On veut standardiser les API pour pouvoir appeler n'importe quelle plateforme à partir de n'importe quel moteur 3D ou même à partir de n'importe quelle API. Ensuite, il y a une couche d'abstraction des devices. Ça revient à avoir un pilote générique qui nous permet d'adresser n'importe quel device. Par exemple, si je développe pour SteamVR, je veux pouvoir adresser n'importe quel device, le device de chez Sony, un HTC Vive, je veux pouvoir adresser n'importe quel device. Et donc, OpenXR arrive avec la couche d'abstraction du device pour résoudre ce genre de problème. Et donc, on aboutit à la résolution de la fragmentation de l'XR, puisque aujourd'hui, quand on développe une application sur Unity ou sur AirCore, il est plus compliqué de couvrir toutes les plateformes, ou alors il faut recompiler pour chaque plateforme notre application. Avec OpenXR, c'est donc pas le cas. On développe notre application sur Unity et elle couvre l'ensemble des devices du marché qui sont sur le standard OpenXR. Alors, qui soutient l'OpenXR? Il y a beaucoup de monde, que ce soit dans le hardware, dans le software, dans le web. Il y a beaucoup de monde, à une exception, Apple, qui est effectivement membre du groupe OpenXR, mais qui ne soutient pas activement le consortium, même si aujourd'hui on voit qu'AirKit est quand même dans le standard OpenXR. On a peut-être prévu à long terme de pouvoir supporter les devices Apple, mais aujourd'hui Apple ne supporte pas le consortium. Merci de votre attention, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Le choix d'Unity versus Unreal, ça fait comment? On va répéter pour l'enregistrement. Le choix d'Unity versus Unreal, donc ça c'est plus toi. Je dirais la proximité du Java, plutôt que C++. Voilà. Oui. Alors, une question tout à l'heure, je me suis posé, tu as affiché, on va dire, des messages au sol. Quand tu l'as ramené, la question si tu avais couru en même temps, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça recalcule à chaque seconde le temps de ta... c'est un vecteur, donc tu te calcules sur 10 secondes, enfin une seconde le changement. Comment ça se passe du coup à ce niveau-là? Alors la question c'est sur la démo de tout à l'heure avec les messages qui étaient au sol que je ramenais sur mon écran. Hop, voilà. Je vais montrer. Donc qu'est-ce qui se passe si je cours en me sauvant quand le message essaie de me rattraper? Là ça se passe mal parce que j'ai pas géré le truc. D'ailleurs vous voyez que j'ai relancé l'appli, il a retrouvé mes 3D sums tout à l'heure. Comme l'appli était encore en tâche de fond, il a retrouvé l'encre directement. Si je fais ça, ça se passe mal. Elle n'est pas venue jusqu'à moi. En fait, elle descend, elle revient juste à la position quand tu as cliqué, et après elle apparaît d'un coup. Voilà. Alors ce qui s'est passé, c'est juste que c'est moi qui ai fait le feignant sur ce POC. C'est faisable. C'est juste qu'au moment où je clique, je calcule les deux positions et puis après je me contente d'animer entre les deux. Mais je pourrais me glisser dans l'animation et puis essayer de recalculer la position finale et gérer moi-même ce qui se passe dans mon animation. Là, c'est pas le cas. Voilà. J'ai fait un peu le feignant sur la démo. Quand je tape, je calcule la position entre les deux, mais je suis resté accroché au sol et je me rapproche de mon écran. Et quand j'arrive à l'écran, je me rattache à l'écran. Ce que j'aurais dû faire, c'est quand je tape, c'est directement me raccrocher à l'écran. Et puis ensuite, à chaque frame d'animation, recalculer la distance avec mon écran et me rapprocher. Ce qui m'aurait permis de suivre. Alors, en fonction de la vitesse à laquelle je me rapproche de l'écran, si je cours suffisamment vite, elle ne me rattrapera pas. Voilà. Derrière, je peux remettre des choses et jouer avec mes algos encore plus loin pour essayer de la faire accélérer. Bon. Voilà. Autre question? Ouais. Au niveau de l'occlusion, du coup, il y a des choses qui sont prévues ou pas? Alors, au niveau de l'occlusion, il y a des choses qui sont prévues. Alors, il y a déjà des projets qui font un peu d'occlusion. On a vu un qui s'appelle 6D.ai, qui lui est en bêta privée pour l'instant. Donc on n'a pas pu le tester, mais qui présente sur leur site web un vrai mapping directement fait quand on se déplace. C'est des choses qui vont venir de plus en plus avec le développement notamment des réseaux de neurones, qui vont permettre de faciliter tout ce qui est calcul des occlusions. Et finalement, ils créent un mesh par-dessus les objets réels de l'environnement pour permettre de gérer les occlusions. Parce que l'occlusion entre deux objets dans la scène 3D, elle est gérée. C'est-à-dire que si je reprends la démo avec les petits ND, par exemple, voilà. Si je mets deux ND côte à côte, on voit bien qu'il y en a un qui cache l'autre. Voilà. Donc l'occlusion entre les objets 3D, elle est gérée.
Donc à partir du moment que tu es capable de poser un mesh sur un objet physique, tu géreras l'occlusion.